Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Turquie. C'est très intéressant de parler de la Turquie parce qu'il y a les turcophobes, les turcophiles. Jadis, les atlantistes étaient turcophiles. Aujourd'hui, tout se mélange parce que la Turquie est membre de l'OTAN, mais en même temps, elle vend des systèmes d'armement à la Russie. Elle aide Moscou à contourner les sanctions tout en armant l'Ukraine et en soutenant la cause ukrainienne et notamment la Crimée depuis le début. On n'y comprend pas grand-chose. La Turquie a soutenu les frères musulmans. On disait même qu'Erdogan était frère musulman, ce qui est faux. Il est avant tout Erdogan, même s'il est islamiste. Aujourd'hui, il est allié avec les ultranationalistes, jadis ennemis de son propre parti. Erdogan était contre Bachar al-Assad, après il est devenu pour, ensuite il est devenu son pire ennemi, ensuite il a voulu se réconcilier à moitié. Il était le pire ennemi de El-Sisi en Égypte, puisque Erdogan défendait les frères musulmans égyptiens qui avaient été renvoyés victimes d'un coup d'État en juin 2013 par M. Abdel Fattah El-Sisi, le président égyptien qui est l'ennemi suprême des frères musulmans. Et le 14 février dernier, eh bien, M. Erdogan est allé serrer la main à son frère, M. El-Sisi, qu'il traitait de criminel il y a encore 1 ou 2 ans. Va-t-on comprendre quelque chose dans tous ces revirements? En fait, il y a une logique, il y a une méthode géopolitique qui permet de décrypter toutes ces contradictions, qui sont des contradictions en apparence uniquement. Donc ce numéro spécial a pour but de, premièrement, expliquer où en est la Turquie, qui est Erdogan, d'où il vient, pourquoi ces revirements récents. Nous ferons un flashback sur la Turquie depuis l'ascension de M. Erdogan en novembre 2002. Il a été successivement Premier ministre puis président, avec son ancien comparse Abdullah Gül. Nous verrons, après ce flashback, Turquie depuis les années 2000, l'ère Erdogan, 20 ans d'erdoganisme, 22 ans exactement, où en est-on? Vers quoi va la Turquie? Quelle est sa stratégie actuelle en Afrique, en Europe, dans les Balkans, à Chypre, en Asie centrale, en Libye, dans le Moyen-Orient, dans le monde arabe? Une diplomatie multidirectionnelle qui est loin d'être stupide, qui est assez efficace. On verra aussi les liens obscurs entre la Turquie et les mouvements islamistes. Et nous terminerons, comme nous avons commencé, sur l'actualité de cette Turquie qui se réconcilie en ce moment avec ses ennemis d'hier, notamment l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Mais surtout, bienvenue sur ma chaîne. À la fin de cette vidéo, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à diffuser, à partager, à la faire connaître à vos amis. Et bien sûr, en plus de cela, cliquez sur le like et sur la petite cloche pour montrer que vous avez apprécié. N'oubliez pas qu'une chaîne YouTube ne peut pas vivre sans vous. C'est grâce à vous qu'une chaîne YouTube peut vivre. Et donc, il faut partager avec l'ensemble de vos contacts. Commençons sur un flashback. Flashback important parce qu'aujourd'hui, la Turquie vient de déchoir de sa nationalité turque récemment acquise Mahmoud Hussein, qui est le secrétaire général des frères musulmans, un des hommes les plus importants dans les hiérarchies internationales des frères musulmans. Il était réfugié en Turquie et au nom d'une loi qui permet de devenir turc si on achète une propriété, comme à peu près 300 000 Syriens et Arabes aisés qui sont aujourd'hui en Turquie, sur les 2 millions de réfugiés syriens, il avait acquis récemment la nationalité turque et elle vient de lui être retirée, comme par hasard, juste après la visite de M. Erdogan en Égypte, lorsque Erdogan, président de la Turquie, s'est réconcilié avec le président de l'Égypte, avec lequel il avait été brouillé pendant 10 ans, après le fameux coup d'État, qui pour les Égyptiens n'en est pas un, de juin 2013, lorsque M. El-Sisi avait renversé le gouvernement frères musulmans du Parti de la Liberté et de la Justice, le mouvement frères musulmans de M. Morsi, l'ancien président égyptien,
qu'Erdogan défendait, et c'est pour ça qu'Erdogan, pendant 10 ans, de 2013 à 2023, Erdogan a traité le président égyptien El-Sisi de criminel, de meurtrier, de totalitaire, d'auteur d'un coup d'État, d'ennemi suprême des musulmans, blabla, et plein d'autres nodoisons. Et tout à coup, cet homme qui était un criminel, il vient de l'appeler le 14 février dernier, lors du séjour de M. Erdogan au Caire, il vient d'appeler son homologue égyptien « mon frère ». Ça nous rappelle 10 ans plus tôt, mais un peu plus, lorsque M. Erdogan, avant le printemps arabe, qualifiait Bachar el-Assad, le président de la Syrie, alawite, également à la tête du parti Baas, il qualifiait le président de la Syrie de « mon frère ». Et tout à coup, lorsqu'a éclaté le printemps arabe, et lorsque la Turquie a vu d'un bon œil l'idée de soutenir la rébellion islamique des frères musulmans en Syrie pour renverser le régime alawite lié à l'Iran chiite. Alawite, c'est une secte du schisme, on ne va pas entrer dans les détails, ce sera pour une autre vidéo. Eh bien, Erdogan avait vu, un peu comme Sarkozy qui passait de pro-Kadhafi à renversement de Kadhafi, eh bien, dans tous ces leaders opportunistes du monde actuel, parfois voient les modes, les indignations sur Internet, les tendances comme des créneaux aériens, comme des couloirs aériens. Et il s'était dit, ce serait pas mal pour mon opinion publique interne, pour mes électeurs islamistes internes, comme pour mes supporters islamistes ou islamiques externes, dans le cadre du néo-ottomanisme, pour rétablir une sorte de frontière non officielle de l'ancien empire ottoman, rétablir la Turquie dans ses anciennes dominations néo-ottomanes, donc dans les pays arabes, eh bien apparaître comme le défenseur des partis islamistes, notamment fréristes, frères musulmans. Et c'est pour ça que d'un coup, sans transition, il était passé de mon frère à criminel de guerre, et il avait soutenu toute l'opposition à Bachar el-Assad, et 10 ans plus tard, eh bien, il a fini par renoncer à cette posture, et même avant, pendant la guerre civile syrienne, il participait aux réunions avec les Iraniens et les Turcs sur la déconfliction en Syrie, dans le cadre des accords de Sotchi, d'Istanbul, de Téhéran et d'Astana. Donc on voit bien qu'on a affaire à quelqu'un de très transformiste, de très particulier. Il a également changé d'opinion au niveau interne à plusieurs reprises, en étant allié à Fethullah Gülen, le mouvement Hizmet. Ensuite, il les a laissés tomber. Ensuite, il s'est mis avec les frères musulmans. Et depuis quelque temps, comme on l'a vu, il s'éloigne un peu des frères musulmans, notamment avec cette déchéance de nationalité de Mahmoud Hussein il y a quelques jours, juste après la visite au Caire, puisque l'on sait que l'Égypte a demandé à Erdogan de mettre le holà sur le soutien aux frères musulmans. Et aujourd'hui, les frères musulmans réfugiés en Turquie n'ont plus le droit d'attaquer verbalement, nominément, l'Égypte et M. El-Sisi. Donc on voit bien qu'on a affaire à quelqu'un de pragmatique. Il serait assez stupide de qualifier Erdogan de simple fanatique, rustre, l'ancien footballeur qui parle avec l'accent du peuple des quartiers populaires d'Istanbul, n'est pas un crétin ni un ignorant. Il a quand même fait aussi, après avoir fait du foot, il a aussi fait de l'économie. C'est pas non plus un imbécile, même s'il disait qu'il fallait pas augmenter les taux, que les Américains avaient le dollar, lui il avait Allah. On s'est beaucoup moqué de lui sur certaines de ses déclarations, mais il est très pragmatique. Il a fini par augmenter les taux. Ça n'empêche pas la Turquie d'être à 67% d'inflation, de connaître une crise économique énorme, mais Erdogan n'a jamais dit son dernier mot, d'où son rapprochement avec les Émirats et l'Arabie Saoudite, en plus de l'Égypte. Les Émirats, qui pourtant étaient les ennemis jurés d'Erdogan et de la Turquie jusqu'à il y a 2 ans, jusqu'à 2021 à peu près, 3 ans, eh bien aujourd'hui les Émirats ont promis d'investir plus de 10 milliards de dollars rien que en 2024, ça a été annoncé, dans l'économie turque et encore plus pour l'Arabie Saoudite. Donc on voit bien que quand il y a un intérêt, M. Erdogan n'est pas l'idéologue que l'on croit. Donc commençons le flashback. Là, c'était un petit peu cette nouvelle Turquie, les derniers événements, la réconciliation entre Erdogan, d'une part, la Turquie, de l'autre part, les Saoudiens avec qui il était en froid depuis l'assassinat de Khashoggi. Vous savez, l'ancien opposant saoudien, Khashoggi, qui avait été dissous dans l'acide après avoir été coupé en morceaux dans l'ambassade de Turquie
d'Arabie Saoudite en Turquie, lorsque M. Khashoggi, opposant saoudien, voulait se marier à une Turque, il lui fallait des papiers, il est allé dans son ambassade, il en est ressorti en morceaux et dissous dans l'acide. Cette affaire de l'assassinat de l'opposant islamiste, mais pro-frères musulmans, pro-qatari et pro-américain, il avait d'ailleurs une émission, il avait un article dans un journal américain. Khashoggi était aimé par l'Occident. C'était tout de même un ancien compagnon d'armes de Oussama Ben Laden qu'il a pleuré le jour de sa mort. Donc cet être assez trouble, à la fois démocrate, pro-américain, considéré comme un grand démocrate par l'Occident, mais un ancien ami de Ben Laden, devenu militant frère musulman. Eh bien, cet assassinat de cet opposant saoudien en Turquie avait débouché sur un refroidissement terrible, avec une crise vraiment ouverte entre la Turquie et l'Arabie Saoudite, et entre la Turquie, l'Arabie Saoudite et les Émirats, puisque les Émirats étaient dans la même logique que les Saoudiens. Ils voulaient faire un blocus sur le Qatar, accusé de financer les frères musulmans qui veulent renverser les monarchies d'Arabie Saoudite et des Émirats, et bien sûr le Qatar accusé d'être proche de la Turquie. D'ailleurs, la Turquie a une base militaire depuis 2014 avec le Qatar. Donc vous voyez, tout cela est extrêmement complexe, mais revenons à l'origine d'Erdogan. Qui est Erdogan? Erdogan arrive au pouvoir en novembre 2002. Comme il a été condamné pour incitation à la haine religieuse, pour avoir dit les mosquées sont des casernes, etc., un fameux poème qu'il avait récité qui était une preuve c'était une profession de foi d'islamisme. Il venait du MSP, il venait du mouvement islamiste classique turc qui a été créé par la mouvance du Millî Görüş, qui est très puissant en Europe. Et donc le background, plutôt l'origine idéologique de M. Erdogan, ancien footballeur, homme des quartiers, on l'appelait d'ailleurs le footballeur imam, parce qu'il avait déjà ce côté très moraliste, redresseur de tort. Il disait à tout le monde, ça c'est haram, ça c'est pas bien, ça c'est pas religieux. Donc il a toujours été puritain, il est sincèrement un vrai musulman conservateur. On pourrait même dire de l'islam politique, même s'il n'a pas rétabli la charia dans son pays, il faut rester calme, mais en rhétorique, il est islamiste, et en formation, il a été formé par un mouvement islamiste turc qui a longtemps été persécuté en Turquie et qui s'est établi en Allemagne, le Millî Görüş. Ensuite, il a été secrétaire général du parti islamiste de l'époque, le MSP, et ensuite, il a fait partie de toutes les mouvances islamistes qui chaque fois changeaient de nom après chaque coup d'État, notamment le Refah Partisi, etc. Et après avoir été emprisonné en 1998, un an après le coup d'État législatif, en fait c'était les militaires, par le MGK, le Conseil national de sécurité, qui avait fait déposer le Premier ministre de l'époque, le maître, l'ancien mentor d'Erdogan, M. Erbakan. Son pouvoir avait été déposé pour avoir porté atteinte aux valeurs du kémalisme, et le MGK, qui était à la fois dirigé par des civils et des militaires, le MGK était une structure qui légalement pouvait déposer un pouvoir, qui pouvait annuler des lois, dès lors qu'elles étaient contraires à la Constitution et à la laïcité, un peu comme chez nous pourrait le faire le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État. Donc le MGK avait fait une sorte de coup d'État pour nous, mais en fait, dans la juridiction turque, c'était possible. Le MGK avait le pouvoir de déposer un mouvement, un parti, qui portait atteinte aux valeurs de la République et des 6 flèches du kémalisme, dont la laïcité. Dans ce contexte, un an après ce coup d'État qu'on avait appelé postmoderne en 1997, est déposé M. Erdogan, et un an plus tard, il est condamné et il prend 10 mois de prison, qui ne fera pas tout à fait, mais son passage en prison le fait réfléchir. Et il se dit, l'ancien parti islamiste de M. Erbakan n'a jamais réussi à prendre longtemps le pouvoir, parce qu'à chaque fois, ce parti qui était assez cohérent, le Millî Görüş a pour doctrine le califat, l'antisémitisme, les juifs sont à l'origine de la destruction du califat, le Millî Görüş a une vision très islamiste, très franche du collier, franchement islamiste, avec une vision effectivement qui ressemble à celle des frères musulmans. C'est pour ça qu'on a souvent dit le Millî Görüş et Erdogan, c'est les frères musulmans, alors qu'en fait non, c'est un islamisme turc.
Et Miliguluc, ça veut dire la vision de la communauté nationale ou de la vision communautaire. On dit souvent vision nationale, mais la traduction est mauvaise parce que c'est pas la nation au sens de Vatan, Watan en arabe ou Vatan en turc, c'est la nation au sens de la nation musulmane. Et la Turquie est le chef de file, l'avant-garde, le patron de la nation musulmane. Et donc ce mouvement Miliguluc a pour but de mettre en avant cette idéologie néo-ottomane qui fait de la Turquie le patron du monde musulman. Erdogan donc sort de prison et il s'est rappelé qu'à la fin des années 90, au début des années 2000, à plusieurs reprises, des milieux européens, Cour de justice européenne, mais surtout CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, avaient qualifié le parti islamiste au pouvoir d'Erbakan, Nekmetin Erbakan, le mentor d'Erdogan qui fut Premier ministre et qui était à la tête du parti islamiste turc, lui-même issu du Miliguluc, eh bien, le Miliguluc et son idéologie avaient été considérés contraires aux droits de l'homme et contraires à la démocratie. Donc Erdogan se dit, en sortant de prison, en 1999, il rencontre d'autres forces conservatrices, mais aussi capitalistes, conservatrices, pas forcément islamistes, islamistes le noyau dur, mais aussi conservateurs en général, avec notamment Abdullah Gül, polyglotte, formé notamment aux États-Unis et en Arabie Saoudite, grand banquier, avec Abdullah Gül, islamiste, mais bon teint, conservateur, un peu plus modéré que lui. Il forme un mouvement islamiste conservateur qu'on a appelé à tort islamo-conservateur ou islamo-démocrate ou démocrate islamiste. Et il se dit, il faut relooker notre mouvement. Il faut que notre mouvement n'apparaisse pas totalement contre les valeurs de l'Occident. Alors il dit, nous allons transformer nos appels à la charia à la promotion d'un ordre moral. On remplace charia, loi islamique, par un ordre moral. On remplace la moralité islamique par le mot vertu. On va remplacer d'ailleurs le nom du parti islamiste de l'époque. On enlève tout mot islamiste, ça va s'appeler le parti de la justice et du développement. Développement économique, ça fait penser au capitalisme, ça fait penser aux normes de l'OCDE. On va donner des messages à l'Occident que, contrairement aux kémalistes, donc les laïcs qui dirigeaient la Turquie pendant des années, avant que les islamistes prennent le pouvoir à la fin des années 90, eh bien, on va montrer que nous, contrairement aux kémalistes, nous ne sommes pas étatistes ni socialisants, on est capitaliste, on est pour le travail libre, on est pour le libéralisme et le système capitaliste. Et donc, on envoie un signal à l'Occident qu'on sera un peu comme les islamistes des pays du Golfe, comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, on sera islamo-compatible on sera soluble et compatible dans la démocratie capitaliste et dans le monde libéral. Et donc, toute une série de relookages comme cela qui font qu'on va gommer les termes qui fâchent et on va créer un nouveau parti, l'AKP, le parti de la justice et du développement, qui va remporter les élections en 2002 grâce à ce relookage, à ces termes qui plaisent aux Occidentaux et surtout grâce au slogan « Nous sommes un parti moderne, libéral, conservateur, capitaliste, qui veut rentrer dans l'Union européenne et qui était pendant très longtemps le grand allié de l'Occident sous la guerre froide contre l'URSS. Et donc comment refuser l'entrée à l'Union européenne au seul pays musulman qui était laïque et qui pendant la guerre froide a été un des premiers, dans les années 50, adhérents à l'OTAN, le seul pays musulman à la fois qui a eu des alliances avec Israël, avec les États-Unis et membre de l'OTAN. Comment refuser à ce pays qui devient capitaliste et libéral après avoir été longtemps laïque, qui partage les valeurs de l'Occident, qui a une capitale Istanbul en Europe, comment refuser le futur statut de candidat à l'Union européenne? Il faut savoir que la Turquie propose de rentrer dans l'Union européenne en 1987. Mais à l'époque, il y a des militaires, il y a un système militaire qui contrôle indirectement la démocratie turque, il y a le MGK qui peut annuler des lois contraires au kémalisme. La Turquie n'est pas jugée éligible et à l'époque de Helmut Kohl, tant la France que l'Allemagne ne veulent pas de la Turquie dans l'Europe. Et en fait, contrairement à ce qu'on nous dit, la Turquie n'attendait pas depuis 50 ans. Dans les années 60, il y a eu un accord d'association avec l'Union européenne, jamais une promesse d'adhérer à l'Union européenne. Et d'ailleurs, comment la Turquie pourrait-elle attendre depuis les années 60, puisqu'elle a posé sa candidature en 1987, candidature acceptée mais de manière purement informelle lors du congrès d'Helsinki en 1997,
juste après la guerre du Kosovo, lorsqu'on avait célébré la guerre de l'OTAN contre l'ex-Yougoslavie. Dans cette occasion, 50e anniversaire de l'OTAN, sur pression américaine extrêmement forte, l'Union européenne accepte l'idée de la candidature de la Turquie en 1999, mais ce n'est qu'après que M. Erdogan et Abdullah Gül, son banquier de référence, aient rassuré l'Occident, à partir de 2002, 2003, 2004, 2005, il faut attendre 2005 pour que ce parti islamo-conservateur, qui n'avait pas encore donné sa face, dévoilé sa nature anti-occidentale, il était encore rassurant. M. Erdogan et surtout son président Abdullah Gül, Erdogan ne devenant président qu'en 2014, au départ c'est Abdullah Gül qui est président. Eh bien, à l'époque, donc, le parti AKP est rassurant, et comme il a une rhétorique très européenne, très atlantiste, très défense de l'Occident, eh bien, les Occidentaux sont naïfs. C'est ce que j'ai appelé la stratégie du cheval de Troie turc en Europe. Faire croire que l'on est pro-européen, pro-occidental, pro-libéraux, pro-démocrate. À l'époque, d'ailleurs, Erdogan, qui aujourd'hui crache sur les Kurdes, est pro-kurde. Il fait la paix avec les Kurdes. Il dit au nom de l'islam, nous allons réconcilier Kurdes et Turcs. Alors il est vrai que la moitié des Kurdes sont pro-Erdogan. On l'oublie tout le temps. Tous les Kurdes ne sont pas anti-turcs et anti-nationalistes turcs et anti-Erdogan. Il y a les Kurdes conservateurs qui votent pour Erdogan, et seulement à peu près la moitié votent pour le parti démocratique des peuples, le HDP, le parti pro-kurde de gauche, mais beaucoup de Kurdes ne sont pas forcément anti-Erdogan. Donc le premier Erdogan des années 2000 fait croire qu'il est pro-européen, pro-occidental, atlantiste, libéral, capitaliste, pour la démocratie. Il dit même qu'il va faire l'alliance et le jardin des religions dans toutes les stations balnéaires en Turquie. Il y aura une mosquée, une synagogue et une église. Ah, tout le monde est enchanté. Il est contre le choc des civilisations et il exerce des pressions relayées par Berlusconi en Italie, par M. Chirac en France. À l'époque, il dit: mieux vaut avoir la Turquie avec soi que contre soi. La Turquie, c'est votre allié. Pour éviter un choc de civilisation, faites-nous rentrer dans l'Union européenne. Et en plus, vous nous devez une gratitude, une reconnaissance, une dette presque, parce que pendant la guerre froide, nous avons tenu le flanc sud de l'OTAN contre la menace soviéto-russe, russo-communiste ou soviéto-communiste. Dans ce contexte, en 2005, on ouvre les négociations en vue de l'adhésion avec la Turquie. Et là, c'est beaucoup plus engageant qu'une simple candidature. La candidature a été acceptée en 1999, réitérée en 2004, année de l'élargissement à 10 pays de l'Union européenne, 10 nouveaux membres de l'Union européenne, dont Chypre, qui pose problème, puisqu'à Chypre, il y a une présence turque illégale. Et donc, c'est toute l'île de Chypre qui est supposée être rentrée dans l'Union européenne en 2004, et la Turquie a un statut d'envahisseur illégal de 37% du nord de Chypre. Ça pose un problème, d'où le grand débat qu'il y a eu à l'époque, et bien sûr Sarkozy et d'autres leaders de droite européenne vont dire non à la Turquie dans l'Europe, parce qu'on ne peut pas faire entrer un pays qui n'est pas vraiment européen, et qui occupe un pays membre de l'Union européenne, Chypre. Mais la Turquie se dit: notre culpabilisation, la reconnaissance envers la Turquie pour l'OTAN pendant la guerre froide, la reconnaissance envers le fait que la Turquie est un allié indéfectible, qu'elle est devenue démocrate, libérale, capitaliste, le fait qu'elle nous protégerait contre le choc des civilisations, toute cette logique de culpabilisation pour éviter le choc des civilisations, faire entrer la Turquie, alors que la Turquie n'est pas éligible, eh bien parce qu'elle occupe Chypre et qu'elle ne veut même pas reconnaître implicitement le gouvernement légal de Chypre qui représente normalement toute l'île, eh bien, en 2005, contre toute attente, pour des raisons de politique, de stratégie, de pression exercée par l'OTAN et les États-Unis, et aussi de pression exercée par les milieux progressistes pro-islamiques qui veulent nous faire croire qu'on serait des racistes et des islamophobes si on ne faisait pas rentrer la Turquie dans l'Union européenne, on ouvre les négociations, et 20 ans plus tard, eh bien, on n'a ouvert que 7 chapitres de l'acquis communautaire. Il existe 35 chapitres de l'acquis communautaire et on en a refermé un seul parce qu'en fait, tout ce qui bloque, vous savez que l'acquis communautaire, c'est ce qui permet à un pays d'entrer dans l'Union européenne. Il ne suffit pas d'être candidat, il ne suffit pas d'avoir ouvert les négociations en vue de l'adhésion.
Il est faux de dire que la Turquie traîne parce qu'on est contre elle sans l'avouer. En fait, un pays peut rentrer dans l'Union européenne, effectivement, quand, après l'ouverture des négociations, il se conforme aux 35 chapitres de l'acquis communautaire. L'acquis, ça veut dire en fait toutes les normes de droit et les réglementations européennes qui doivent se transposer dans le droit du pays candidat. Et tant que le pays candidat n'a pas transposé les règles fondamentales et les règles de droit européennes dans son ordre juridique et politique, mais aussi économique, parce que c'est aussi la transparence, c'est aussi la libre concurrence, c'est aussi les accords de libre-échange, l'ouverture des ports, des aéroports, l'union douanière, etc. Et la Turquie, en fait, bloque de nombreux chapitres parce qu'elle ne veut pas que l'ouverture d'un chapitre, par exemple la pêche, le commerce, l'union douanière, l'ouverture des ports et des aéroports, elle ne veut pas que ouvrir les ports turcs aux ports chypriotes grecs serait considéré comme une adhésion implicite à la reconnaissance de la République de Chypre que la Turquie ne reconnaît pas. Donc on voit bien que la Turquie ne peut pas se plaindre d'être rejetée de l'Union européenne parce que nous serions racistes ou turcophobes ou parce que nous n'oserions pas discriminer ce pays. En réalité, les négociations ont traîné parce que la Turquie ne veut pas de reconnaissance implicite de l'île de Chypre, de la République de Chypre, unique représentant de l'île, puisque la partie occupée par les Turcs au nord est considérée comme république, la soi-disant de so-called Northern Cypriot Republic of Cyprus, Northern Turkish Republic of Cyprus. Donc la soi-disant république turque de Chypre du Nord. Donc le nord de Chypre occupé par la Turquie n'est pas un bout de Turquie, mais elle est un territoire de l'Union européenne et de Chypre illégalement occupé par un État qui ne reconnaît pas le gouvernement légitime, qui est l'unique représentant de juré de cette île. Et voilà pourquoi la candidature n'est pas possible. Mais en dehors de ce problème, la Turquie montre patte blanche jusqu'à 2007. Que se passe-t-il en 2007 ? Il y a plusieurs phases, 2007, 2013, 2016. Nous allons voir premièrement 2007, qu'est-ce qui se passe. Premièrement, en 2007, il y a un changement de président. Jusqu'à 2007, le président de la Turquie, qui peut nommer à des emplois civils et militaires, comme le président de la République, mais aussi qui peut bloquer des lois et qui peut faire un obstacle à toute loi anti-kémaliste, c'est-à-dire anti-laïque. Il s'appelait Sezer. Ce président perd les élections, ou plutôt c'est Abdullah Gül, le bras droit de M. Erdogan, qui gagne les élections. Erdogan n'est pas encore éligible à cause de sa peine passée, et donc et en plus ça l'intéresse de mettre un président plus modéré que lui, mais en tout cas un verrou saute. Le président de la République jadis laïque, Sezer, est remplacé pour la première fois depuis la République turque, il est remplacé par un président pro-islamiste. Pro-islamiste, c'est-à-dire le numéro 2 du parti AKP, le parti de la justice et du développement. Et à partir de 2007, le fait que le verrou du président qui peut empêcher des emplois, des nominations au nom de la défense de la laïcité, le fait que ce président devienne un islamiste, ça change tout, puisque un des verrous qui permettait aux militaires, aux kémalistes, aux laïcs, aux derin devlet, c'est-à-dire l'État profond turc, d'empêcher la progression de l'islamisme et des partis islamistes, saute. Et c'est à la même époque, depuis 2005, que l'Union européenne exige de la Turquie des paquets de réformes. De même qu'aujourd'hui, il y a des paquets de sanctions contre l'Ukraine. À l'époque, il y avait des paquets de réformes. Et l'un des paquets de réformes exigés entre 2005 et 2007, eh bien, tenez-vous bien, c'est l'abolition des pouvoirs du MGK. Le MGK, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est le Conseil national de sécurité turc qui permettait jadis à des militaires, en parité avec des civils, de faire cesser l'activité d'un gouvernement ou de faire annuler des lois contraires à la laïcité. Donc, le premier verrou saute, c'est le président de la République qui devient islamiste. Le deuxième verrou saute, c'est le Conseil national de sécurité qui permettait jadis aux militaires de contrôler la vie politique et d'empêcher l'accession au pouvoir de mouvements islamistes. D'ailleurs, la constitution turque et la loi turque pénalisaient, interdisaient, sous peine de prison, un parti politique de s'afficher comme étant islamiste.
bien entendu, cela empêchait le AKP, le parti d'Erdogan, d'afficher sa couleur véritablement islamiste, d'où la dissimulation du mot charia avec le terme ordre moral, etc., etc., et d'où le fait de faire passer le foulard islamique, le hijab ou le turban, le faire passer pour un simple droit à la différence, comme le droit d'avoir des cheveux rouges ou des jupes. D'ailleurs, le slogan d'Erdogan, très malin, pour faire oublier qu'il est islamiste tout en étant islamiste, il disait « le foulard ou la mini-jupe, chacun peut choisir », comme une sorte de relativisme. Donc il n'était plus obligé de faire ça. À partir des années 2007, Erdogan peut commencer à montrer sa vraie face. Et c'est ce qui se passe en 2007-2008, en Turquie. On n'en a pas parlé en Europe parce que malheureusement on est souvent désinformé en Europe ou mal informé. Il y a le fameux procès Ergenekon. Qu'est-ce que le procès Ergenekon? C'est un procès, apparemment aujourd'hui on le pense, inventé par Erdogan, qui met en épingle l'idée que certains anciens militaires très imprudents avaient dit un jour « il faudra se débarrasser de Erdogan s'il va trop loin dans l'islamisme. Nous, les laïcs, un jour, on va reprendre le pouvoir par un coup d'État et tout s'arrêtera. » C'est ce qu'avait dit d'ailleurs un grand ancien chef d'état-major de l'armée turque. Il avait dit « le jour où on veut, on arrête tout ça et les islamistes retournent dans leur prison. » Erdogan donc avait utilisé l'existence de quelques petits groupuscules d'anciens militaires retraités, un petit peu comme en France, les militaires qui avaient dit qu'il faudrait qu'un jour l'armée intervienne, mais qui ne représentaient rien. On a dit il y a une menace de coup d'État militaire contre le pouvoir démocratique et vertueux de l'AKP, le pouvoir d'Erdogan et de Gül en Turquie. Et au nom de la répression contre cette tentative de coup d'État, le fameux complot Ergenekon, eh bien déjà, c'est pas connu, bien avant la purge de 2016-2017, dont on a beaucoup parlé, après la vraie tentative de coup d'État de 2016, eh bien en 2007-2008 déjà, de très nombreux fonctionnaires, de très nombreux militaires, des anciens chefs d'état-major, des généraux, sont littéralement, symboliquement décapités, c'est-à-dire qu'ils sont soit emprisonnés, soit victimes de procès qui vont durer très longtemps, démis de leurs fonctions, assignés à résidence, et l'armée va commencer à être décapitée dans sa structure laïque. Vous savez que pendant très longtemps, l'armée turque était dominée par des laïcs, kémalistes, et aussi même des gens qui étaient très fortement impliqués dans la maçonnerie. Et d'ailleurs, le premier attentat islamiste qui a eu lieu en 2003 en Turquie, il a visé une synagogue et l'immeuble où se trouvait le siège du Grand Orient de Turquie, c'est-à-dire le siège de la maçonnerie très laïque à la française, le fameux Grand Orient, la maçonnerie française qui a beaucoup influencé les laïcs en Turquie. Donc on voit bien que 2007-2008, c'est une date charnière. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? 2008, 2009, hein, le printemps arabe, évolution d'Erdogan en faveur de la rébellion islamiste en Syrie. Qu'est-ce qui se passe? Avant, le président de la Turquie, Setzer, était proche de Bachar al-Assad et en tant que laïc, il voyait d'un bon œil une alliance Turquie-Bachar al-Assad. Il n'y a plus le président laïc. Aujourd'hui, le président, enfin à cette époque, le président avant 2014, c'est encore Abdullah Gül. Et Abdullah Gül, c'est le Medvedev de Poutine. Hein. C'est l'équivalent de Medvedev pour Poutine. C'est le Medvedev d'Erdogan. C'était son président, mais en fait, c'était Erdogan, le vrai leader, tant qu'Erdogan n'était pas encore président lui-même, et ce qui lui a permis de rester 22 ans au pouvoir sans avoir l'air de prolonger illégalement son mandat, puisqu'il n'a pas toujours été président. Il n'est président que depuis 2014. Et donc, cet Erdogan du printemps arabe, à partir de 2011, 2012, 2013 et jusqu'à 2018, Erdogan joue à fond la lutte en Syrie en faveur des islamistes frères musulmans, qui vont être réunis dans l'armée syrienne libre, énormément aidée par la Turquie. Mais Erdogan va même jouer un moment contre les Kurdes de Turquie, qui sont très liés aux Kurdes de Syrie. Erdogan, voyant les Kurdes de Turquie comme un ennemi intérieur, il a voulu frapper les Kurdes de Syrie, car les Kurdes de Syrie, avec leur proclamation d'un État séparatiste, le Rojava, les Kurdes de Syrie sont très liés structurellement aux Kurdes de Turquie. Donc les Kurdes syriens et les Kurdes turcs étant structurellement alliés, hein, donc le PKK turc étant lié aux Kurdes syriens, et Öcalan, le chef des Kurdes de Turquie, étant également le chef des Kurdes de Syrie, Erdogan voyait l'aide occidentale
aux Kurdes de Syrie comme une sorte de poignard dans le dos dans le flanc d'un pays de l'OTAN qui serait trahi par ses partenaires. Pour Erdogan, il était absolument incroyable, impossible que les alliés de l'OTAN aident les Kurdes de Syrie, puisque les Kurdes de Syrie sont les frères de l'ennemi suprême intérieur de la Turquie, qui sont les séparatistes kurdes du PKK. Donc, dans une logique, l'ennemi de mon ennemi et mon ami, Erdogan non seulement aide et arme l'armée de libération syrienne, l'armée syrienne libre, il l'arme, et donc ce sont essentiellement des gens militants, frères musulmans et des islamistes turkmènes, mais en plus, il va même aider un moment Al-Qaïda et surtout Daesh, énormément Daesh. La Turquie va d'ailleurs acheter le textile, le coton, le pétrole de Daesh, qui a proclamé son califat entre la Turquie et, entre l'Irak et la Syrie. Et donc cet Erdogan du printemps arabe et de la guerre civile syrienne entre 2013, 2014 et 2018, il va énormément aider à la fois des forces islamistes radicales djihadistes et des forces islamistes politiques, frères musulmans, et au nom du soutien de Turkmènes, donc de minorités turques de Syrie, qui seraient persécutées, bien entendu, par les méchants Kurdes, d'où la purification ethnique des Kurdes de Syrie en plusieurs fois perpétrée par la Turquie et avec, malheureusement, où c'est comme ça en géopolitique, on ne fait pas d'émotion, avec l'aval de l'Occident qui va lâcher les Kurdes, comme elle a toujours d'ailleurs, l'Occident, lâché ses alliés, et comme elle lâchera probablement les Ukrainiens très bientôt. Donc cet Erdogan-là, après 2007-2008, Ergenekon, purification de l'armée, mise à l'écart des kémalistes, cet Erdogan contrôle la présidence turque. Il commence à contrôler l'armée turque qui ne peut plus faire de coup d'État parce que l'élite de l'armée turque a été remplacée déjà par des fidèles d'Erdogan, même si c'est des anciens laïcs. Erdogan a déjà réussi à se débarrasser d'une partie de l'élite de l'armée qui le détestait le plus. Malgré cela, qu'est-ce qui se passe en 2013 ? Le parc du Gezi, sur la place Taksim, des écologistes et des gauchistes et des militants des droits de l'homme et des communistes, des écolos, des Kurdes, des LGBT, en gros toute la société turque anti-Erdogan, anti-islamiste ou pro-kurde ou les deux à la fois, avec des écolos, protestent, toute la jeunesse turque un petit peu d'Istanbul, très occidentalisée ou progressiste, proteste contre la dérive autoritaire d'Erdogan qui veut supprimer le parc du Gezi et y faire des grandes constructions avec une mosquée et un grand supermarché, alors que c'est le lieu à la fois des progressistes et de l'écologie. C'est un très grand parc au centre de Turquie, au centre d'Istanbul. Et Erdogan organise une répression de ce printemps turc qu'on a appelé le printemps turc en référence au printemps arabe, une sorte de démenti. Pour la première fois, on a eu l'impression que Erdogan perdait un petit peu de sa puissance. Et là, il réprime fortement les révoltes du parc du Gezi, ce qui va provoquer le désaccord de ses grands alliés depuis le début, le mouvement Hizmet de Fethullah Gülen, ce fameux opposant réfugié aux États-Unis qui a été déchu de sa nationalité. Le mouvement Hizmet, ce sont des islamistes plus ou moins conservateurs, mais un peu modérés. Ce ne sont pas des islamistes politiques classiques, ils reconnaissent Israël, ils ne sont pas antisionistes. C'est un petit peu l'opus dei de l'islam, c'est-à-dire conservateur, mais pas totalitaire, pas extrême et pas violent. Et ce mouvement Hizmet n'est pas d'accord avec la façon de réprimer le parc du Gezi. S'ensuit un énorme désaccord et une guerre entre la mouvance de Fethullah Gülen et la mouvance d'Erdogan, qui est de plus en plus frériste dans le contexte qu'on a dit du début du printemps arabe. Il y a un renforcement de l'attitude pro-frères musulmans d'Erdogan, et Fethullah Gülen, c'est un mouvement islamiste plus modéré que les frères musulmans, rival, et pour plusieurs raisons aussi liées au pouvoir, à la corruption, à des affaires aussi d'enquête de la police contrôlée par les Fethullah Gülen sur la famille d'Erdogan. C'est la guerre totale entre les deux. La police turque a enquêté sur le fils d'Erdogan, impliqué dans des affaires de corruption avec l'Iran, autour de l'or et du pétrole. Enfin, il y a plein d'affaires de corruption qui sont révélées. Pour plusieurs raisons, rupture totale entre Erdogan et le mouvement de Fethullah Gülen, qui pourtant l'avait aidé à arriver au pouvoir. Ça montre le côté caméléon d'Erdogan. Et s'ensuit en 2016, 3 ans plus tard, la vengeance
du mouvement Fethullah Gülen qui a été décapité. Entre-temps, Erdogan fait la chasse au mouvement Fethullah Gülen devenu non fiable, et le mouvement de Fethullah Gülen, allié avec des militaires anti-Erdogan, kémalistes ou autres, essaye de perpétrer un coup d'État qui, cette fois-ci, est un peu plus vraisemblable. Apparemment, c'est quand même une vraie tentative de coup d'État, mais le génie d'Erdogan, qui est averti d'ailleurs par Poutine, qui lui dit « Attention, se prépare contre toi un coup d'État », Erdogan prend les devants et sur la CNN turque, il demande au peuple musulman, à ses électeurs islamistes, de venir faire les martyrs pour empêcher les chars de l'armée turque de prendre toute la Turquie et pour mettre fin à cette tentative de coup d'État, les commandos de l'armée turque ayant essayé d'attaquer la résidence de M. Erdogan et voulant le capturer ou le tuer. Et grâce à cet appel permis par les réseaux sociaux, parce que cette télé n'a pas été coupée, eh bien, grâce aux réseaux sociaux, la CNN turque est impliquée et les masses d'électeurs et de fans d'Erdogan, ou certains démocrates tout court, par peur d'une énième tentative de coup d'État, vont dans la rue et l'armée turque n'ose pas massacrer des milliers de personnes dans la rue et l'armée turque ne parvient pas à mener à bien son coup d'État. Erdogan revient vainqueur, avec d'ailleurs un embarras de la part de l'Occident qui est obligé de dire bravo, vive la démocratie, mais qui n'avait pas vu d'un mauvais œil un coup d'État parce que l'Occident s'était enfin rendu compte en 2016 qu'Erdogan était en train d'évoluer toujours plus dans le sens islamiste, nationaliste, néo-ottoman et radical. Et donc Erdogan en veut beaucoup à l'Occident d'avoir secrètement ou presque implicitement aidé le mouvement de Fethullah Gülen à perpétrer ce coup d'État. Et donc la rupture est beaucoup plus forte avec l'Occident à partir de 2016-2017. Et c'est là qu'Erdogan fait un nouveau virage, après avoir été islamo-conservateur modéré, puis frère musulman qui soutient les révolutions arabes et la guerre en Syrie, et voire Daesh. Ensuite, il rompt avec Fethullah Gülen, il devient frère musulman. Et ensuite, dans les années 2016-2017, nouveau virage. Cette fois-ci, c'est le Erdogan nationaliste qui se rapproche du MHP. Le MHP, c'est le mouvement d'extrême droite qui est très lié au Lougri, ce fameux signe des Lougris. Les Lougris, c'est un mouvement d'extrême droite qui a beaucoup pratiqué d'expéditions punitives en Turquie pendant des années, voire même contre les Arméniens à Valence et dans le sud de la France il y a quelques années. C'est un mouvement d'extrême droite qui est pan-turquiste, qui veut l'union de 6 pays turcs dans un énorme rétablissement d'un empire turc. C'est pas pareil que l'empire ottoman. Et dans ce contexte, eh bien, Erdogan réussit à résister à une baisse de sa popularité, parce qu'il a quand même perdu en popularité depuis le parc du Gezi. Il réussit à continuer à faire le plein des voix à chaque élection, jusqu'aux élections de mai 2023, qu'il va remporter à nouveau. Donc ça fait depuis 2002, novembre 2002, qu'Erdogan réussit à gagner toutes les élections, sauf la perte de certaines mairies comme Istanbul et Ankara, ce n'est pas rien, mais malgré cela, il va gagner toutes les élections politique législative jusqu'à mai 2003 et nous sommes en février, nous sommes en début mars 2024. Donc son secret, sa dernière évolution, c'est l'alliance avec des ultranationalistes lougris du mouvement MHP, et lors des élections de mai 2023, eh bien, il va avoir aussi l'appui de Sinan Ogan, qui est un troisième candidat. Il y a Erdogan, il y a le chef de file de la gauche et des kémalistes, Kılıçdaroğlu, qui va perdre de très peu, et un troisième candidat qui va rapporter ses voix pour Erdogan, mais qui est lui-même un ancien membre du MHP, le mouvement pan-turquiste d'extrême droite, le MHP, dont l'ancien créateur, Alparslan Türkeş, était un militant pro-nazi qui voulait que l'Allemagne et la Turquie soient alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour vous dire, quand on dit que le MHP est nationaliste et d'extrême droite, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est un mouvement qui est très racial, pan-turquiste, l'ethnie turque, les ennemis arméniens et kurdes en permanence. Et de même qu'il y a eu une dérive nationaliste ou une nationalisation de l'idéologie d'Erdogan, dans l'autre sens, on a observé ces dernières années une islamisation de l'idéologie
nationaliste du MHP. Donc une synthèse islamo-nationaliste ou national-islamiste, MHP plus AKP, donc le parti d'Erdogan plus le parti d'extrême droite. Et ça nous permettra, dans un second épisode, une suite à ce premier épisode sur la Turquie, car il y a beaucoup de choses à dire sur la Turquie, et il faut reconnaître que c'est fascinant ce qu'il se passe en Turquie, et quoi qu'on pense d'Erdogan, c'est une bête politique, c'est un génie politique, c'est un caméléon, mais aussi, comme on dit en Italie, un trasformista. En Italie, trasformiste, et c'est celui qui sait s'adapter toujours et prendre une nouvelle couleur pour résister et pour perdurer. Nous verrons la suite dans un prochain numéro. En attendant, n'oubliez pas que si vous ne vous intéressez pas à la géopolitique s'intéressera à vous. Si vous ne vous intéressez pas à la politique s'occupera de vous. N'oubliez pas aussi qu'une chaîne YouTube ne vit que grâce au partage, au like. Il faut cliquer, y compris sur la cloche, diffuser, partagez si vous avez aimé le contenu, faites connaître cette chaîne. Et suite au prochain numéro, Erdogan, le caméléon, ce sera la suite de cet épisode 1 sur la Turquie.